Donc moi, ma tâche, c'est la place de la cornographie, mes petits conflits d'intérêts. On va commencer par un petit quart d'heure historique pour revenir à une époque où certains d'entre vous étaient peut-être encore en maternelle, 1997. En fait, à cette époque-là, dans les années 90, on ne connaissait pas exactement l'origine de l'arrêt cardiaque. Et avec les médecins de la réanimation de Cochin, le SAMU de Paris, on a eu l'idée de faire une étude où, globalement, l'idée, c'était on prenait un patient qui avait un arrêt cardiaque. S'il n'avait pas de cause extracardiaque évidente d'un arrêt, on le mettait systématiquement en salle de cornographie, quel que soit le résultat de l'électrocardiogramme, avec ou sans sus-décalage du segment ST. Et puis, on faisait une cornographie pour pouvoir évaluer la fréquence de l'occlusion coronaire ou des lésions coronaires instables comme cause d'arrêt cardiaque. Et puis, pendant qu'on y était en salle de cathé, vous savez, nous, on ne peut pas s'empêcher de faire des dilatations. On faisait des dilatations. Péniblement, en 3 ans et demi, on a réussi à colliger des données sur 84 patients. Et les résultats, c'est globalement, on retrouvait des occlusions coronaires ou des lésions instables dans 71% des patients. Et puis, lorsqu'on a fait une étude multivariée, on a eu la surprise de s'apercevoir que lorsqu'on faisait une angioplastie avec succès, eh bien, ça a amélioré le pronostic. Alors, cette étude a eu un peu plus de bruit que l'on ne pensait, notamment sur la dernière conclusion qu'on a essayé d'entourer avec beaucoup de précautions en disant que c'était du rétrospectif uniquement sur 84%, mais globalement tout le monde a eu le réflexe, si l'angioplastie sauve la vie des patients, il faut les amener directement en salle de cathétérisme, quel que soit le résultat de l'électrocardiogramme. Quelques années plus tard, Florence Dumas et Alain Cariou, avec Florence Dumas et Alain Cariou, on a publié PROCAT. PROCAT, c'était, comme disait le chef de service de cardio de l'époque, du réchauffé. C'est-à-dire, globalement, on a eu la même idée. On a pris 714, beaucoup plus de patients, 714 patients qui avaient un arrêt cardiaque. On a éliminé les patients qui avaient une cause cardiaque évidente de l'arrêt. Et puis, on se retrouve avec 435 patients. Et on analyse les résultats de la coronographie et de la survie. On s'aperçoit qu'en fait, il y a un sus-décalage du segment ST dans à peu près 30% des patients, et que lorsque vous avez un sus-décalage du segment ST, vous avez une bonne probabilité élevée, de retrouver une lésion coronaire significative sur laquelle vous allez faire une angioplastie. À l'inverse, vous n'avez pas de sus-décalage du segment ST ou des modifications à type d'onté négative ou de sous-décalage ou de coro normal, ça concerne 70% des patients. Et là, vous avez une probabilité beaucoup plus faible de trouver une lésion coronaire. Mais ce qui est important, c'est que dans cet article, on a retrouvé les mêmes conclusions qu'en 1997, c'est-à-dire que l'existence d'une angioplastie réussie est un facteur prédictif de succès, quel que soit l'électrocardiogramme, avec ou sans sus-décalage du segment ST. Guillaume a publié quelques années après les résultats du suivi à long terme de ces patients. Et là, vous voyez que non seulement il y a une différence entre pas d'angioplastie ou avec angioplastie, mais que cette différence s'écarte au fur et à mesure des années avec un suivi de 10 ans. Bon, alors avec tout ça, l'angioplasticien que vous voyez à gauche, lorsque un réanimateur ou le SAMU l'appelle en plein milieu de son programme pour lui dire « je t'amène un arrêt cardiaque dans les quarts d'heure qui suit », en général c'est 3 quarts d'heure après, et puis est-ce que tu peux arrêter complètement ton programme pour faire la coronographie ? Théoriquement, il doit rester calme et dire oui en sachant que ça va complètement perturber son programme. Et en fait, les problèmes ne sont pas si simples que ça. Et Alain est peut-être un peu mieux placé que moi pour le dire, parce que les réanimateurs sont encore plus durs avec les données randomisées. Lorsque vous vous retrouvez dans une session et que vous essayez de ressortir des recommandations, notamment sur l'arrêt cardiaque, on vous demande des données, et notamment des données randomisées. Et là, c'est vrai qu'il n'y en a absolument pas du tout. Et c'est pour ça qu'en 2014, la Société européenne de cardiologie a mandaté un certain nombre de cardiologues et de réanimateurs pour faire des recommandations, ou plutôt un consensus d'experts. Et on s'est basé essentiellement sur l'étude PROCAT que je vous ai montrée. Donc pas de sus-décalage du segment ST, 30% des cas, bonne probabilité de trouver une lésion coronaire,
pas de sus-décalage, pardon, sus-décalage, bonne probabilité, pas de sus-décalage du segment ST, probabilité plus faible de trouver une lésion coronaire. Et voici le tableau central de ce consensus d'experts. On prend l'électrocardiogramme que l'on a réalisé. Si vous avez un sus-décalage du segment ST, ce que l'on a recommandé dans ce consensus, c'est que les patients arrivent directement en salle de cathétérisme, sans passer par les urgences, sans passer par la réanimation, et on fait une coronographie immédiate. On a mis un petit bémol, et ça on peut en parler après, notamment avec la dernière présentation, c'est absence de comorbidité importante et puis un contexte favorable pour le pronostic neurologique, tout en sachant, je pense que Guillaume va le confirmer, que c'est difficile, voire quasi impossible au début de donner un pronostic neurologique. Si vous n'avez pas de sus-décalage de segment ST, dans le consensus, on a dit soit vous amenez directement le patient en salle de cathétérisme, ça c'est possible. Nous, ce qu'on a plutôt recommandé, c'est d'essayer de rechercher une autre cause, notamment de faire un scanner cérébral thoracique pour rechercher une cause extra-cardiaque d'arrêt, de faire d'autres examens, mais on a également insisté sur le fait que cette recherche devait être rapide et que si vous n'avez toujours pas de cause extracardiaque à l'arrêt, chez ce patient qui n'a pas de sus-décalage du segment ST, il faut qu'il se retrouve en salle de cathétérisme. Et là encore, on a mis également l'absence de comorbidité importante et un contexte favorable. Qu'est-ce que c'est que les éléments pronostiques défavorables pour le pronostic neurologique? On en parlera après. C'est ce qu'on retrouve dans tous les articles, et là aussi on s'est encore basé sur PROCAT. C'est l'absence de témoins, un no flow, c'est-à-dire le délai entre le début de la réanimation, entre le début de l'arrêt et la réanimation qui est supérieur à 10 minutes, un low flow, la durée de la réanimation qui est supérieure à 20 minutes. L'âge, ça peut vous choquer, 65 ans, mais c'est ce qu'on avait trouvé, un rythme qui n'est non choquable et l'administration d'adrénaline. Tout ça, ce sont des données qui doivent influencer la décision de la coronographie qui est souvent difficile dans ce contexte. Il est évident que chez un homme de 45 ans, vous irez plutôt très favorablement à la coronographie, même si vous avez un délai long. Par contre, chez un homme de 80-85 ans, je pense qu'on est en droit de se poser des questions sur la validité de la coronographie. Alors ça, vous pouvez le mettre également dans un score. Ça, c'est un article qui a été signé par Wulfram, avec Alain comme dernier auteur, où on utilise un score qui reprend de nouveau les mêmes éléments. Et avec ce score, vous pouvez également stratifier et utiliser ce score pour pouvoir prédire l'évolution neurologique. Et les Américains ont également ressorti des recommandations où en plus ils ont rajouté les lactates dans leurs recommandations. Comment est-ce que ça passe au niveau des recommandations? Ça, je vous donne les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Là, vous voyez que s'il y a un sus-décalage du segment ST, il faut les ramener directement. Et c'est écrit Primary PCI, ça veut dire directement dans la salle de cathétérisme. Recommandation 1, niveau B, c'est quand même assez élevé. Par contre, s'il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, on tombe dans du 2A, c'est-à-dire relativement bas, avec un niveau C, c'est-à-dire absence d'études randomisées, et on dit urgent, et dans le texte, ils ont en fait repris notre papier de consensus, c'est-à-dire le faire dans les heures qui suivent l'admission d'un patient à l'hôpital. Et pour les recommandations de l'ERSC, Alain va également me confirmer ça, c'est encore plus dur, c'est-à-dire qu'ils mettent en général ici le niveau de recommandation. Et c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas de sus-décalage de segment ST, on se retrouve avec un niveau de recommandation très faible et puis également des données qui sont également très faibles. Un petit mot sur l'arrêt cardiaque réfractaire. Qu'est-ce qu'on fait avec un patient qui continue à avoir une fibrillation ventriculaire malgré les nombreux chocs que vous faites? Je passe sur la définition de l'arrêt cardiaque réfractaire sur lequel on pourrait durer plus longtemps, simplement pour vous dire qu'il y a plusieurs papiers qui sont sortis. On va parler de l'ECMO. Ça, c'est un papier qui a été publié par une équipe des États-Unis où globalement, ils trient les patients qui ont une probabilité haute de survie, qui ont un arrêt cardiaque réfractaire. Ils les amènent en salle de cathétérisme. Ils leur font d'un côté la coronographie, de l'autre, ils posent une ECMO et ils ont une survie
qui est augmentée, qui est relativement importante, 42% sur un nombre relativement faible de patients. Vous connaissez tous les études qui ont été réalisées par le SAMU sur le pré-hospitalier. Et simplement pour vous dire qu'on réalise des coronographies chez ces patients. Et ça, c'est un papier qui a été mené par Étienne et Lionel avec Victoria Théa, qui montre qu'on trouve effectivement des lésions coronaires et surtout des lésions coronaires proximales, tronc commun et puis IVA proximale ou IVA moyenne. Donc, intérêt de faire une coronographie. Où est-ce qu'on va dans l'avenir? Eh bien, actuellement, il n'y a pas d'études qui sont réalisées sur les patients qui ont un sus-décalage du segment ST. Par contre, il y a plusieurs études, au moins 5 qui sont réalisées sur les patients qui n'ont pas de sus-décalage du segment ST et qui essayent de comparer faire la coronographie immédiate à soit pas faire la coronographie du tout ou retarder, c'est-à-dire 24, 48, 72, 96 heures après. Une étude néerlandaise qui a terminé ses inclusions à 450, et puis les autres études qui sont une étude américaine, une étude suédoise et puis une étude française. On a énormément de mal actuellement à inclure les patients dans ces études. Ça, c'est l'étude Emerge dont certains d'entre vous font partie. C'est un PHRC où on est en train de randomiser les patients entre coronographie immédiate versus coronographie à la 48-72e heure. On ne va pas arriver à nos 970 patients, on est à peu près à 300, on va probablement terminer à peu près à 350 patients. Il y a un projet pour essayer de rassembler différentes études qui sont actuellement en cours, notamment l'étude DISCO avec l'étude Emerge, pour qu'on puisse enfin avoir la réponse à cette question, est-ce qu'il faut faire une coronographie immédiate ou secondaire? Et en conclusion, si on a un sus-décalage du segment ST, un arrêt cardiaque sans cause extracardiaque retrouvée, la coronographie est à réaliser de façon immédiate. Vous n'avez pas de sus-décalage, vous avez deux possibilités. Soit vous les réalisez systématiquement, et dans le papier de consensus et dans les recommandations, ce qu'on recommande, c'est de rechercher rapidement une autre cause extracardiaque, notamment par la réalisation d'un scanner. Et si vous ne retrouvez pas rapidement une autre cause, c'est de faire une coronographie en sachant que nous n'avons pas beaucoup de données et que des études randomisées sont en cours. 2 diapositives de conclusion, simplement pour vous dire que la coronographie, c'est bien beau, mais sur l'échelle de ce qui peut sauver la vie des patients, ce qui compte, c'est la prise en charge immédiate et la défibrillation. Ça, ce sont des données qui ont été collectées par Daniel Jost et Wulfram sur l'augmentation du nombre de patients qui sont défibrillés et donc l'augmentation des survivants qui arrivent vivants à l'hôpital dans le registre des morts subites de Paris. Et simplement un petit mot sur la chaîne de survie pour vous dire que les choses évoluent. Vous voyez petit à petit qu'on a mis la défibrillation dans les années 90. À l'heure actuelle, mais ça c'est peut-être un petit peu hors sujet, c'est pour essayer d'aller dans les 5 à 6 ans pour la prochaine session. Il y a également des études qui sont en train d'être réalisées chez les patients qui ont un infarctus du myocarde et pour savoir, lorsque le SAMU les prend en charge, quels sont ceux qui vont effectivement faire la fibrillation, faire l'arrêt cardiaque, soit avant l'arrivée du SAMU, soit au moment de la prise du SAMU. C'est un article qui a été réalisé par Nicole et publié dans Circulation. Et c'est peut-être ça l'avenir, c'est-à-dire prédire les gens qui vont faire un arrêt cardiaque parmi ceux qui ont des douleurs thoraciques et qui appellent pour une douleur thoracique. Je vous remercie.